Alors, je vous propose de commencer. Donc, un grand bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Je vois que nous avons des personnes qui se connectent de partout en France ce matin. Et de la part de toute l'équipe Choose My Company, je vous souhaite la bienvenue à notre 15e Morning Choose My Company. Je m'appelle Célika Tellier et je suis très heureuse de vous accompagner ce matin dans notre exploration de l'expérience étudiante avec les témoignages, les grands témoignages à la fois de ceux qui ont vécu au cœur de cette année tumultueuse, les étudiants, ainsi que les écoles qui l'ont accompagnés autour du programme Happy at School de Choose My Company, dont je vous dirai quelques mots dans un instant. Donc, je vous reçois ce matin de nos bureaux Choose My Company dans le 17e arrondissement à Paris. Pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, nous sommes une entreprise à mission. Et quelle est notre mission? C'est d'améliorer la relation entre les organisations et leurs parties prenantes. Peut-être vous connaissez nos programmes Happy Index at Work, Happy Trainees, Happy Candidates, Happy Clients, de là où il s'agit de salariés, stagiaires alternants, candidats, clients et fournisseurs. Ce matin, nous allons au cœur d'une autre relation qui est la relation entre les étudiants et leur école. Et on va le faire avec les témoignages, comme je vous ai dit tout à l'heure, des deux grandes parties prenantes de cette relation, les élèves, les étudiants eux-mêmes, ainsi que les personnes qui pilotent l'expérience étudiant via les écoles. Alors, notre programme ce matin, il est très simple, mais riche. Quelques mots sur les classements Happy at School 2021 et ce que nous disent les étudiants de manière globale sur l'expérience au temps du Covid depuis le printemps dernier. Et ensuite, et surtout, nous allons passer au débat et à la table ronde avec les témoignages de personnes qui proviennent des écoles champions de ces classements Happy Index at School, représentant Audencia, donc École de commerce, Unilassal, École d'ingénieurs et l'EM Lyon, côté étudiant. Et bien sûr, en fin de séance, nous allons ouvrir aux questions-réponses et je vous invite à nous remonter au fur et à mesure vos questions via le chat afin qu'on puisse les traiter en fin de séance pour que Paul, Nicolas, Hervé et Diane puissent vous parler directement par rapport aux interrogations que vous avez. Alors, je vous propose de démarrer tout simplement par quelques mots sur le programme Happy at School. Happy at School, cette année, le programme a grandi, est devenu plus étendu et plus forte puisque nous avons récolté des avis d'étudiants venant de pratiquement 600 campus et écoles en France. On écoute la voix de plus de 14 000 étudiants et nous en sortons cette année avec 3 fois plus d'écoles accréditées, avec 73 écoles qui décrochent le label Happy at School. De par la participation, la performance et le fait que leurs étudiants sont plus de 7 sur 10 à recommander leur école à d'autres étudiants pour venir y étudier. Au cœur de Happy at School, il y a un questionnaire que voici, qui se compose en temps normal d'une quinzaine de questions autour de thématiques comme l'installation, l'environnement dans lequel évolue l'étudiant, la pédagogie, l'enseignement, la vie étudiante, les relations avec les entreprises et au cœur, la confiance en l'avenir. Cette année, nous avons rajouté une dimension, 6e dimension supplémentaire, Learn Anywhere, pour aller au cœur de cette expérience de mise à distance de tous les changements rapides, parfois réussis, parfois moins réussis, qu'ont vécu les étudiants au cœur de leur expérience à l'école cette année. Et finalement, et très important, il faut savoir, on va le voir tout à l'heure, qu'il y a des écoles qui ont réussi ce tournant selon leurs élèves. Vous les voyez ici à l'écran par catégorie. Donc, les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures écoles de commerce, les meilleures écoles spécialisées et les meilleures universités qui ont gagné ce classement, qui est l'unique classement des écoles qui est basé à 100% sur les avis
des plus concernés par la question, les élèves eux-mêmes. Donc, c'est l'unique classement par et pour les étudiants. Alors, je vous propose maintenant d'aller au cœur des dires des étudiants pour regarder ce qu'ils nous disent. Pour commencer, je crois que il faut pas passer trop légèrement sur une chose importante, qui est la difficulté dans laquelle se trouve la jeunesse à l'heure actuelle. Ça fait 1 an qu'ils ont été écartés des bancs d'école. On parle de incertitude, de chômage, de détresse psychologique, de isolement, en l'absence des amphis, des associations et des interactions si précieuses qui font le cœur de cette période transformationnelle et identitaire de la vie. Ceci dit, il y a les écoles qui ont bien accompagné leurs étudiants, comme on l'a vu tout à l'heure, et dans ces écoles, les étudiants sont 3/4 à dire que finalement, dans l'ensemble, l'expérience s'est plutôt bien passée. Alors, cette note est en baisse de 4 points par rapport à l'année dernière, mais toutefois, on peut se dire que dans les écoles qui ont bien su prendre soin de leurs étudiants, l'expérience globalement a tenu la route. Mais il faut creuser pour bien saisir ce chiffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est plus difficile selon les étudiants? Donc, quand on regarde l'ensemble des questions du modèle Happy at School, donc les 18 questions, dont les questions Learn Anywhere, on voit quelque chose de très intéressant qui ressort. Alors, ce qui va bien, où est-ce que les étudiants donnent des bonnes notes, sont autour des amitiés fortes et de qualité qui nouent avec des personnes autour d'eux. Ils disent que leur diplôme est toujours reconnu par les entreprises et pour les étudiants qui ont pu faire des stages et alternances, ils estiment que l'offre de stage et d'alternance qui leur est proposée par leur école est de qualité. Et ce chiffre de 8 étudiants sur 10 qui ont confiance dans la qualité des stages est le reflet direct de ce que nous retrouvons dans l'étude Happy Trainees qui se passe de côté entreprise en fin de stage. Nous savons qu'il y a à peu près 20% de moins de stages et alternances disponibles cette année, mais ceci témoigne de l'effort réussi des écoles et des entreprises pour le maintien de la qualité de ces expériences en entreprise quand ils arrivent à les faire maintenir. Alors, ce qui est plus difficile en face de ce réseau professionnel en lequel les étudiants disent avoir confiance, c'est quand même une vie étudiante sacrifiée. Et ici, on voit que le bas blesse sur 3 grands éléments. Le premier, pour cette génération, le premier est autour de l'engagement RSE et notamment environnemental. Une richesse de la vie étudiante qui a chuté de plus de 13 points par rapport à l'année dernière. Et ensuite, peut-être pas de surprise, mais les étudiants estiment moins bien apprendre en cours à distance. Donc, ceci conclut les informations que je voulais partager avec vous parce que comme il se doit à chaque fois, on démarre par la data et par la voix des étudiants autour de la question de Happy at School. Mais maintenant, je propose qu'on fasse monter sur scène nos grands témoins de nos écoles championnes pour nous mener au cœur de cette expérience étudiante. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène à mes côtés Nicolas Arnaud, qui est directeur des programmes de Audencia à Nantes, où il représente une école de 1500 élèves. Ils sont classés 2e dans la catégorie école de commerce. J'accueille aussi Paul Fiat, qui est président du BDE, et Diane Bruno, qui est membre du BTE, et 2 étudiants de l'EM Lyon, Paul qui est actuellement à l'école et Diane qui est en stage, et finalement Hervé Lérite, qui est directeur des accréditations à Unilassal pour représenter les écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Je suis ravie que vous soyez avec nous pour partager votre expérience et que nous allons avoir à la fois
la voix des étudiants et la voix des écoles qui ont pu les accompagner dans cette expérience 2020-2021, l'expérience étudiant autour du Covid, qui est notre sujet ce matin. Alors, je vous propose quand même de commencer par les plus concernés de notre sujet ce matin, puisqu'il s'agit de Happy at School, et de donner la parole aux étudiants ce matin, donc Diane et Paul. Et peut-être vous pourrez nous parler, vous présenter rapidement et nous parler de votre état d'esprit actuel. Ça fait 1 an que vous êtes dans une expérience qui ne correspond pas à ce que vous espériez. Je pense qu'on peut le dire, mais vous êtes dans une école, vous avez la chance d'être dans une école qui, visiblement, selon les dires de vos collègues, a su plutôt bien réussir l'expérience. Peut-être Diane, si tu pourrais commencer. Je t'invite à te présenter et encore un grand bienvenue et merci beaucoup de partager ton expérience avec nous ce matin. Bonjour, merci de m'accueillir. J'espère que tout le monde va bien de là où vous venez. Donc, pour me présenter en quelques mots, Diane Bruno, je suis étudiante à EM Lyon Business School, actuellement en césure entre mon M1 et mon M2 depuis janvier. Et en 2020, j'étais membre du BDE, mandat 2020 de l'EM Lyon. Et donc, pendant toute l'année 2020, moi, j'ai suivi des cours en distanciel pour grande majorité. Et depuis 2020, je suis en stage, donc actuellement en direct de Station F à Paris. Moi, donc, pour mon état d'esprit en 2020, c'était au-delà du premier choc un peu de l'arrivée du Covid, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de réorganisation et de détermination pour essayer de continuer à faire vivre cette vie étudiante à travers le BDE. Voilà, vraiment une constante réorganisation et remotivation. Mais globalement, depuis janvier, en fait, c'est surtout un grand soulagement d'être arrivée en stage. Moi, j'ai la chance de pouvoir venir au travail de temps en temps et de ne pas être en 100% télétravail. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ça fait vraiment du bien parce que les cours en Zoom, même si le M Lyon a été très réactif et je pense qu'on a été bon là-dessus au niveau de la continuité pédagogique, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et il y a vraiment un grand deuil de mon mandat 2020 qui a été tronqué de 9 mois en fait. Voilà, donc je dirais qu'on se sent mieux en stage qu'en tant qu'étudiant finalement. Oui, merci Diane. Ça a dû être très difficile et on voit ce contraste entre cette première période sur le campus et maintenant que vous êtes en entreprise. Alors Paul, tu as pris le flambeau derrière l'équipe dont faisait partie Diane à la tête du BDE. Donc, quel état d'esprit te retrouves-tu aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir ici. Du coup, moi, je suis Paul Fiette, donc président du bureau des élèves, donc du mandat 2021, donc celui qui suit celui de Diane. Alors, en fait, on l'a pris dans un état d'esprit. Moi, pour le coup, c'est un peu le schéma inverse puisque j'étais en stage justement le semestre précédent et maintenant, donc, je suis à l'école. Donc, pour moi, ça a été une expérience assez nouvelle à partir de janvier puisque j'étais justement en présence pendant tout mon stage et donc maintenant à distance. C'est une grande frustration quand même, je dirais, un peu de ce sentiment de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose. En même temps, ce quelque chose, on le devine sans jamais l'avoir vraiment vécu. Donc, c'est pas évident de se resituer dans tout ça. En même temps, je dirais quand même, moi, à titre personnel, un certain optimisme qui est aussi que j'ai aussi de nature, mais voilà, qui fait que du coup j'ai quand même envie d'y croire. J'ai quand même envie de me dire qu'on va peut-être avoir une situation plus normale, du moins au deuxième semestre. Et bon, et ça c'est ce qui reste aussi motivant. Après, si on veut au jour le jour, c'est un peu cette incertitude généralisée qui est moins évidente à vivre, avec à chaque fois finalement on recule pour mieux sauter parfois on avance, parfois on recule. Et c'est vrai que c'est pas évident d'une semaine sur l'autre, tout peut changer. Et alors bon, c'est vrai qu'au niveau du bureau des élèves, on est directement impacté puisque étant de l'événementiel, donc forcément l'impact est très concret.
Mais voilà, donc c'est vraiment aussi cette incertitude généralisée qui est, je dirais, la plus difficile à vivre quand même. Oui. Mais on entend des mots forts de votre part, de déception, de frustration, de deuil de cette année. Mais je suis rassurée de voir face à l'incertitude que vous avez quand même une pointe d'optimisme et aussi que vous êtes rassurée par la qualité de l'expérience que vous vivez en stage. Donc, merci beaucoup, Diane et Paul, de ouvrir la discussion avec autant de sincérité sur ce que vous vivez. Maintenant, je propose qu'on passe du côté des écoles, Nicolas et Hervé. Quand vous entendez ce que vous disent Diane et Paul, qu'est-ce que ça évoque pour vous et est-ce que ça fait écho avec ce qui vous a marqué pendant cette année 2020-2021? Peut-être, Hervé, on peut commencer par toi. Oui, bonjour. Donc, Si vous Hervé Lévy. aussi une petite rapidement pour expliquer aux uns et aux autres ce que vous faites à l'Unilassal. Oui, tout à fait. Donc, Unilassal, c'est une école d'ingénieurs. Donc, voilà, on représente un peu les écoles d'ingénieurs, donc qui est située sur plusieurs campus, entre Rouen, Rennes, Amiens et Beauvais. Donc, moi, je suis localisé plus sur Beauvais, qui accueille en fait un peu plus d'étudiants que les autres campus. Donc, c'est quand même important à savoir. Et notre manière de participer à PIAT School, c'est d'être présent avec l'ensemble de nos campus. Et donc, par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec les étudiants, là, tout ce que je viens d'entendre, c'est vraiment, on entend la même chose. Hein. Donc, c'est effectivement le fait d'avoir cette impression de vivre des événements et tout en se disant qu'on loupe quelque chose. Voilà, ça c'est vraiment c'est une marque très importante. Nous, de notre côté, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est on s'est rendu compte que très progressivement, on avait mis en place des accompagnements, et c'est des accompagnements qui existent habituellement. Ce qui a réellement changé, c'est le fait qu'on en a augmenté la fréquence et surtout qu'on a été beaucoup plus proche des individus. Donc, une réponse individuelle qui monte vraiment. Et dans les choses également, à mon avis, qui ont vraiment marqué cette année, c'est le fait que les personnes en fait qui arrivent, les jeunes qui arrivent en école, ont un comportement différent des jeunes qui étaient déjà présents en fait sur les campus. Parce que ceux qui étaient déjà présents, ils avaient déjà un réseau, donc ils connaissent déjà d'autres plus anciens. Il y a déjà plus d'échanges, même dans les promos, ils se connaissent. Alors que les jeunes qui viennent d'arriver, en fait, il manque énormément de repères. Et pour eux, ça a été vraiment beaucoup plus difficile, l'adaptation au départ. Donc, oui, ici, un élément en fait qui était important. Donc, du coup, nous, on a monté énormément notre écoute vis-à-vis en fait de tout le monde, mais avec une attention très très particulière en fait pour tous ceux qui venaient réellement d'arriver. Oui. Je propose, on va revenir à cette question de la dichotomie entre ceux qui ont déjà le réseau et ceux qui doivent le construire, parce que je crois que si j'ai bien entendu lors de la préparation de notre table ronde, c'est une question à part entière. Peut-être Nicolas, juste avant de continuer sur ça, peut-être tu pourrais nous donner ton impression et notamment, vous avez le témoignage de Paul et Diane et aussi, je crois que de point de vue Audencia, vous avez fait un suivi très important à la fois sur la possibilité de poursuivre son stage ou son alternance et aussi les départs à l'étranger. Donc, bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous et de pouvoir effectivement partager les pratiques d'Audencia et je pense que les pratiques d'Audencia sont certainement dans la continuité de ce que Unilassal, avec lesquels nous travaillons d'ailleurs, nous collaborons depuis quelques années, ont pu faire et ce que les écoles qui sont bien représentées dans le classement ont pu faire. Donc moi, ma fonction au sein d'Audencia, c'est d'assurer le pilotage de l'ensemble des programmes de formation initiale, ainsi que de diriger en direct le programme Grande École pour un ensemble de programmes d'environ 5500 étudiants en France et presque 1000 étudiants, notamment sur nos implantations en Chine. Globalement, ce contexte, effectivement, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les témoignages de Diane et Paul.
on a les mêmes. On voit bien à quel point cette période, elle casse, elle brise, en tous les cas, les attentes très fortes en matière de rencontres, d'interaction sociale, de construction de sa personnalité dans un environnement qui n'est plus celui des classes préparatoires ou des facultés en fonction de l'origine. Et il y a beaucoup d'attentes pour les étudiants qui font le choix de nos écoles. Je pense qu'avec Unilassal et EM Lyon, on a un certain nombre de valeurs qui sont proches et des valeurs au sein de la communauté de nos étudiants qui sont aussi extrêmement très proches. Donc à Audencia, effectivement, on a essayé de renforcer le dialogue. C'est passé par des rendez-vous hebdomadaires avec les délégués de promo, les 4 délégués de promo, par exemple, du programme Grande École. C'est passé par ce qu'on avait déjà prévu, mais à croire qu'on a eu le nez fin sur le sujet. On avait déjà étendu l'ensemble de nos dispositifs d'accompagnement carrière en mode distanciel pour celles et ceux qui le souhaitaient, avec une prise de rendez-vous maximum sous 48 heures, donc soit en physique, soit à distance. On a eu une bascule des enseignements on n'avait pas énormément d'expérience, en tous les cas au global, à Audencia, sur les enseignements à distance, en toute transparence. Force est de constater que cette bascule, s'est bien faite. C'est même très bien faite et les étudiants ont plutôt loué la rapidité et la qualité de cette transformation. Et in fine, de manière générale, surtout depuis septembre et janvier, on a essayé de renforcer partout où c'était possible les cours en présentiel, parce que ce qui est de manière peut-être un peu surprenante même, avant le Covid, on entendait beaucoup d'étudiants qui avaient des attentes pour choisir des cours soit en présentiel, soit en distance. Et en tous les cas, maintenant, ils veulent tous faire des cours en présentiel. Et il me semble que c'est tout à fait louable et raisonné parce qu'il se passe quelque chose dans une salle de classe qui est en présence, qui ne peut pas passer, quand bien même il se passe beaucoup de choses dans les cours à distance. La richesse de l'expérience étudiante, elle passe par le fait d'être en groupe avec ses camarades, de pouvoir interagir avec des professeurs et évoluer, se construire en tant qu'individu. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement important. Et sur l'international, nous, on a pris une position qui était de rendre possible les départs à l'international en septembre et en janvier, partout où c'était possible. Donc ça voulait dire un grand travail d'individualisation, de gestion au cas par cas, en fonction de telle université dans tel pays qui confirmait le présentiel ou alors annonçait la bascule en distanciel, voire même annonçait qu'il ne se passerait rien du tout. Donc effectivement, ça a été un grand travail d'individualisation et effectivement pour les étudiants et les équipes aussi, le fait de naviguer à vue et avec une difficulté d'anticipation bien évidemment liée au contexte. Oui. Donc on entend comme à Unilassal une accélération de rythme de ces contacts entre l'administration, les professeurs, les étudiants, parce qu'il fallait piloter vraiment au jour le jour. Est-ce que Hervé, à Unilassal, vous étiez dans le même dispositif? Votre micro. Je crois qu'à Unilassal, voilà. Ok, on t'entend. Oui, effectivement, on a énormément de fréquences de contacts qui ont augmenté. En fait, normalement, je vois l'Association générale des étudiants, il y a un rendez-vous mensuel. Là, ça a été activé avec des rendez-vous hebdomadaires. C'est pareil entre chaque promotion en fait a aussi un encadrant, donc il y avait des nouvelles en fait qui remontaient là aussi quasiment journalier, quasiment quotidien. Et puis on a fait tout un accompagnement avec des tuteurs, profs, mais même entre élèves également, pour reprendre des nouvelles régulièrement en fait de tout le monde. Et on a cherché à accompagner le plus possible. Voilà, donc cette montée individuelle, elle était extrêmement importante à nouveau pour que tout le monde garde le moral. Et c'est potentiellement vécu différemment en fonction des campus. Sur le campus, donc là où on a énormément de résidences étudiantes, ça a été du coup il y a beaucoup plus d'échanges qui sont possibles. Les personnes en fait du coup qui vivent en ville et qui sont plus éloignés les uns des autres, ça a été un petit peu plus compliqué pour arriver à mettre en place le suivi, mais là aussi évidemment on a été hyper attentif à ce que ça puisse réellement fonctionner. Voilà.
Bon, c'est pareil, la montée individuelle, surtout l'accompagnement des jeunes qui partent à l'international, je ne vais pas rajouter quelque chose, c'est strictement identique à ce que disait Nicolas Renaud. Oui. Alors, cette montée individuelle, j'ai compris à l'Uni-LaSalle que vous aviez une maillage très fine entre ces contacts avec l'administration, les professeurs et ensuite une grande présence des étudiants eux-mêmes lors des discussions, promotion par promotion, campus par campus. C'est bien cela? Oui, et puis il y a vraiment toute une vie étudiante. Effectivement, je confirme également ce que disaient les jeunes. Et pour nous, c'est extrêmement important. À partir du moment où on a une vie de campus, il y a une vie étudiante qui doit être riche, avec énormément de propositions. Et là, c'est vrai qu'il y a eu en fait plusieurs aspects en fait qu'il fallait traiter. Et puis dans le temps, ça a légèrement évolué. Donc il y a eu effectivement ces échanges très très fréquents avec les étudiants, le fait de faire en sorte que toutes les activités, en tout cas le maximum d'activités soient conservées, que les associations là aussi puissent être accompagnées et qu'on puisse leur faciliter le travail. Donc par exemple, on a mis en place une scène, donc une grande scène dans notre donc ce qu'on appelle l'Agora, donc qui est le lieu en fait où tout le monde peut se rencontrer. Et cette scène, en fait, a un dispositif vidéo, son de qualité professionnelle. Et donc, c'est simplement, chacun sollicite et peuvent faire des vidéos qu'on enregistre d'ailleurs et que chacun peut revoir aux horaires qui sont adaptés, mais de manière à ce que l'ensemble des associations, là aussi, puissent continuer à communiquer simplement avec tout le monde et qu'ils aient accès à du matériel professionnel. Il y a un aspect en particulier, donc là, qui est plus maintenant, qui est le fait des passations entre associations. On voit bien que déjà, ça a été un petit peu problématique l'an passé parce que c'est tombé justement en plein sur cette période-là, sur la même période d'avril-mai, dans lesquelles nous, on a pas mal de passations en fait qui sont assurées. Et là, ce qu'on a, du coup, le problème, c'est la peur qu'il y ait une perte sèche. Et là, à nouveau, ce qui se passe, en fait, c'est que il y a énormément d'accompagnement, le fait d'être super attentif, le lien entre les promos. On a même les alumni, donc nos anciens, qui là aussi sont mis en mouvement pour aider absolument tout le monde, pour que les passations se passent le mieux possible. Effectivement, essayer de baisser les craintes. Puisque voilà, c'est tout à fait logique. Les jeunes qui prennent le relais, eux ont plein d'envies, plein d'idées, et en même temps cette petite appréhension qui fait que ils se disent on a perdu un petit peu le fil de quelque chose dans l'histoire. Oui. Alors c'est important à côté de tous les contacts qui ont été mis en place. Donc si j'énumère à l'Uni-LaSalle les tuteurs qui ont été activés non seulement sur la première année, mais sur les 3 années. Donc, la relation professeur-étudiant qui a été réactivée pour prendre des nouvelles individuelles, des sondages, de l'écoute de la part des pairs et ensuite ce rôle des associations. Alors, je crois qu'à l'EM Lyon, vous avez mis un point d'honneur également sur la vie associative. Avec beaucoup d'initiatives pour le faire vivre. Pour les Diane, peut-être vous pouvez nous dire comment ça s'est passé au niveau de l'EM? Oui. Alors déjà, je suis vraiment très impressionnée par ce que vous avez mis en place, Nicolas et Hervé, dans vos écoles respectives. Je trouve ça vraiment génial, notamment l'idée de faire revenir des alumni. Je pense qu'on sera amené à le faire à l'EM aussi, pour effectivement faire vivre cette tradition, cet état d'esprit et de la passation qui est très importante, notamment au niveau de la campagne de réélection des associations. C'est vraiment un moment clé dans la vie étudiante. Nous, à l'EM Lyon, donc l'année dernière, pendant mon mandat BDE, on avait essayé de mettre en place des événements en visio. Ça avait été un échec, je pense qu'on peut le dire, ça a été très compliqué. En personne, c'est pas du tout la même chose, rien ne remplace le lien réel. Ensuite, en septembre, pour l'intégration des nouveaux, des étudiants qui arrivaient tout juste fraîchement sortis de prépa ou de fac, on a mis en place un système de famille qui est un système de parrainage, voilà, j'y rentrerai pas dans les détails, mais relativement classique, qui permettait en fait d'intégrer ces nouveaux, donc tout d'abord entre eux et puis aussi de les lier aux promotions supérieures.
Mais Diane, il y avait un élément in real life, c'est vraiment un objectif de se faire un réseau, de se faire des amis et un appui à l'intérieur. C'est bien ça? Effectivement, en fait, on le disait tout à l'heure, il y a une grande différence entre les étudiants qui ont déjà des amis, une association, une équipe de sport dans leur école quand ils passent en mode Covid, et la différence avec les étudiants qui arrivent tout juste et qui partent de zéro. Et pour eux, en fait, le fait de faire des événements physiques, il n'y a pas d'alternative en fait, on peut pas faire autrement. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est tout en respectant les gestes barrières et les limitations légales de chaque période, en fonction des moments de couvre-feu ou confinement, on se réunissait en petits groupes à 6, ou alors en extérieur, ou on essayait de mettre des choses en place, mais quand même en physique, parce que c'est très très important. Et ça a bien marché pour le coup. Je pense que ça a été très important. Après, ça ne remplace pas la vie telle que nous on l'a connue, Paul et moi-même, quand on est arrivé à l'EM Lyon. Oui, Paul, je crois que c'est toi qui disais lors de notre préparation, avec une certaine force, Zoom ne crée pas de lien. Et alors, avec la poursuite ce printemps, comment est-ce que ça se passe sur le campus? Je crois qu'il y a aussi d'autres gestes, du click and collect, etc., pour soutenir la vie de tous les jours des élèves. Oui, tout à fait. Oui, je suis vraiment convaincu. Ça rejoint encore une fois peut-être ce dont on va parler après, de la différence qu'il y a entre l'intégration des nouveaux arrivants et ceux qui ont déjà eu la chance de vivre une expérience en présence sur un campus quel qu'il soit. C'est de dire tout ce qui a pu être organisé en ligne, on s'est très vite aperçu que c'était vraiment pas ça qui favorisait une intégration. Ça peut à la limite marcher une fois que les gens se connaissent déjà, mais vraiment pour créer des liens, ça me semble mission impossible. Et du coup, c'est pour ça qu'on a essayé de vraiment mettre l'accent au maximum sur tout ce qui pouvait être fait en présence et essayer de se rapprocher au maximum de l'expérience qu'on aurait pu vivre sur une année normale et qui justement est à l'origine nous en tout cas à l'EM, de toute la force du lien qui unit les promos, et j'imagine que c'est pareil dans les autres écoles. Du coup, ça s'est traduit plus concrètement, c'est ce que disait déjà Diane, mais par la campagne de renouvellement des associations qui nous, du coup, dure quasiment, un peu plus d'un mois même, et où on a assuré le maximum de choses en présence, avec bien sûr toujours le respect des mesures en vigueur, mais on a assuré vraiment un maximum de choses en présence. C'était très encadré, mais ça a permis aux nouveaux arrivants vraiment de créer des liens vraiment forts entre eux, et on a eu beaucoup de retours à ce sujet-là. Donc c'était à nouveau une preuve que tout ce qui se fait en présence marche quand même beaucoup mieux. Et ensuite, c'est ce que vous évoquez aussi, les aspects un peu de click and collect qui sont plus des événements ponctuels, un peu plus anecdotiques, mais qui quand même permettent de rassembler, même rien que le fait par exemple, de venir chercher son produit qu'on a réservé sur le campus, sur des créneaux bien précis, mais où ça permet de croiser un peu de monde, de revenir un petit peu sur le campus. Et voilà, c'est autant de choses qui nous remettent un peu le pied à l'étrier et qui permettent déjà peut-être d'entrevoir une suite un peu meilleure, et ensuite même sur le moment de rester, si on veut, dans la dynamique et un peu dans tout ce qui fait qu'on reste, qu'on a pu être soudés avant quand on était en présence, et qu'on reste soudés quand même. Oui. On entend beaucoup de l'esprit de promo et l'inventivité des étudiants eux-mêmes dans ce que vous dites. Alors, je voudrais juste revenir sur un point important et qui peut-être justement toucher ces étudiants qui arrivent seuls sur les campus, qui sont des questions d'isolement et de soutien individuel. Je crois à Audencia, vous avez intensifié l'accompagnement pour les étudiants côté soutien psychologique, entre autres, et aussi le dialogue avec les parents pour les rassurer. Nicolas, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce côté-là, sur les initiatives qui ont été prises par Audencia? Alors, effectivement, dans le prolongement de ce qui a été dit, la vraie difficulté, le plus grand challenge, c'était pour les néo-entrants dans nos programmes. Alors, en septembre, on avait la chance de pouvoir faire une rentrée en présentiel. Certes, c'était encadré, mais on a pu faire du présentiel pendant le mois de septembre globalement.
et un peu au-delà. Et ça a été extrêmement fort pour les néo-entrants à Audencia, parce que comme Paul et Diane le disaient, ça leur a permis de créer un premier contact, de première relation, avant effectivement la bascule courant octobre-novembre des enseignements en ligne. Et cette bascule, en fait, les campagnes à Audencia ont lieu en novembre. Et donc les campagnes ont lieu en ligne, et 100% en ligne, puisque les campus étaient fermés. Et force est de constater, en tout cas, moi j'ai échangé avec beaucoup d'étudiants de première année qui faisaient des campagnes, visiblement ils étaient nombreux, et les campagnes se passaient très bien. Il y avait une forme de... il y avait pas trop de mal-être, en fait, dans ces campagnes à distance. À ma grande surprise, parce que je mesure que c'est un grand moment de la rentrée pour les étudiants. Mais le fait qu'il y ait pu avoir ce mois en présentiel a certainement été un facilitateur. Alors effectivement, de manière plus large, courant 2020 et là aussi avant la période Covid, on avait renforcé tous nos dispositifs de soutien avec des infirmières sur site, avec une plateforme de soutien psychologique en français, anglais, chinois, accessible de 24/24, 7 jours sur 7. Et on a essayé d'avoir une communication la plus transparente et régulière possible vis-à-vis de la communauté étudiante et vis-à-vis de leurs parents, dont on sait, quand on est sur des formations, des programmes en formation initiale, les parents sont souvent, pour un grand nombre d'étudiants, très présents derrière. Donc on a fait le maximum là-dessus, et je ne vous cache pas que c'était tout de même challengeant, parce que comme Diane, Paul et Hervé l'ont rappelé, finalement, les règles ont changé régulièrement, et avec des consignes aussi ministérielles qui n'étaient pas toujours, en tout cas tout de suite, très limpides. Et des fois, il a fallu attendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir des précisions quant à une position de principe qui avait été donnée. Donc forcément, ça générait un peu de latence, et parfois les étudiants avaient du mal à comprendre cette latence. Donc bien évidemment, on expliquait aussi tout cela. Donc il y avait un vrai enjeu pédagogique. En plus, de proposer des actions extrêmement concrètes de soutien, d'accompagnement pour répondre aux différentes situations rencontrées par nos étudiants. Oui. Une grande disponibilité. Et au niveau du LASAL, il y a un partenariat avec Psychoprat qui a été mis en place pour le soutien psychologique. Micro, Hervé. Active. Ouais, non, mais j'attends d'avoir le message. Ok. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que les écoles, on a le même activé, voilà. Et puis il y avait de l'entraide effectivement entre les écoles. C'était une obligation parce que c'est une découverte absolument pour tous. Et voilà. Donc je retrouve pour les étudiants le click and collect effectivement qui a été mis en place sur le suivi. Et tous ces accompagnements, donc le fait que les jeunes soient accompagnés, ce que j'ai dit, qu'on a énormément augmenté la fréquence, mais effectivement aussi le lien avec les parents. Donc on avait une newsletter grosso modo toutes les 3 semaines. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est important, je pense, c'est que nous on est une école en 5 ans, donc on a des jeunes ici qui ont 16 ans, 16-17 ans. Donc en fait c'est pareil, là le décalage pour des primo-rentrants il est vraiment très 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 important, donc ce suivi-là, donc être attentif et le lien aux parents est fondamental, est primordial. Donc oui, c'est quand même un élément important parce que malgré tout 2-3 ans de maturité supplémentaire, voilà, ça permet quand même de gérer les situations différemment. Et donc là des jeunes qui découvrent une vie très différente, nouvelle, sans avoir de relation, c'est fondamental. Oui. Donc, on a essayé réellement d'accompagner ça. Et c'est vrai que, on va dire, dans notre malheur de la Covid, partagé par tous, on a eu cette chance, au départ, de malgré tout pouvoir avoir un accueil en présentiel et de commencer à créer des liens. Parce que je pense que la situation aurait été vraiment tout autre si on n'avait pas eu ces possibilités. Donc, malgré tout, effectivement, alors de manière générale, on cherche à développer le plus possible le présentiel quand c'est possible. Là, les jauges, donc le fait en fait d'avoir des groupes, des demi-groupes en TD, donc ça c'est systématique. Et on a
comme on a des infrastructures vraiment parfaites, on a énormément de salles disponibles. Donc, que ce soit pour les cours, les TD démultipliés ou même des activités étudiantes, il y a des possibilités en fin de compte. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, avoir des infrastructures de qualité, c'est important. Ça fait réellement partie de la solution à apporter. Et il y a des endroits où vraisemblablement, c'est quand même beaucoup plus complexe. Oui, en centre-ville et à la faculté, comme on le sait tous, cet aspect installation, infrastructure n'est pas le même. Mais de ce que j'ai compris de l'Unilassal, le fait que vous ayez à la fois de l'espace, des salles de cours, un réseau d'alumni et de professeurs qui se sont rapidement activés, et aussi le fait que des étudiants y vivent sur le campus vous donnez une vision de 360 en fait de toute cette expérience étudiante pour pouvoir l'accompagner. Alors, je voudrais juste toucher sur 2 autres sujets. Pour clore cette partie débat table ronde. La première, Nicolas, est-ce que rapidement, tu pourrais nous parler de ce que tu vois du côté de l'emploi et des stages et des alternances pour les étudiants? Parce que je crois que vous avez accéléré l'accompagnement et l'accessibilité du service carrière. Et quel est le paysage? Vous avez mis en place de nouvelles mesures. Quel est le paysage que vous voyez? Alors, le paysage au niveau, bien évidemment, on a beaucoup suivi ça à la fois en septembre et en janvier. En janvier, on a quelques 1900 étudiants qui partent en stage uniquement sur le programme Grande École. Et force est de constater que les chiffres au niveau macro sont tout aussi bons que les années précédentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas constaté, et on s'y attendait en fait, en tout cas on imaginait que les chiffres sur la capacité de nos étudiants à trouver des stages, soit de césure, soit de fin d'études, seraient perturbés, et en l'occurrence on est dans les standards des 3 années précédentes. Donc ça veut dire que le marché des stages fonctionne bien. À date, on attend encore les chiffres officiels de la CGE sur la qualité de l'insertion professionnelle pour la promo 2020. J'ai pas de warning particulier auprès de mes étudiants d'un point de vue quantitatif. En revanche, si on rentre dans la dimension plus qualitative, on se rend compte, et peut-être que Diane notamment, qui a recherché des stages là pour janvier, pourra nous dire si elle a vécu ça. La perception que nous on a quand on échange avec des étudiants, c'est que les étudiants ont certainement été moins exigeants, moins regardants, là où hier, avant le Covid, ils attendaient d'avoir la meilleure des offres de stage, et ils attendaient d'en avoir 3, 4, 5 avant de choisir la meilleure. Là, globalement, ils ont été plus pragmatiques. On a aussi beaucoup travaillé avec eux pour qu'ils prennent bien conscience d'une réalité du marché des stages et de l'emploi quand même différente que dans le passé. Et donc, in fine, les chiffres sont très très bons. En tout cas, sont au niveau des 3 années précédentes. Je ne suis pas allé regarder plus loin, mais j'avais pas de raison. En revanche, effectivement, là, au niveau individuel, dès lors qu'un étudiant recevait une réponse négative, 2 réponses négatives, et on sait très bien que des fois on reçoit même peut-être des dizaines de réponses négatives, ça fait partie du process, en tout cas pour certaines trajectoires. Mais là, à chaque réponse négative, il y avait une dimension d'angoisse et d'anxiété, avec la crainte de ne pas trouver un stage qui prenait des proportions bien supérieures aux années précédentes. Donc effectivement, ça voulait dire recréer du lien, réexpliquer, rassurer. Mais voilà, le niveau individuel, en fait, démontrait une forme d'anxiété. Par contre, au niveau global, les chiffres étaient identiques au passé. Oui, d'accord. Donc, on entend à la fois de l'espoir, mais quand même un besoin d'un accompagnement, une réactivité de la part du service carrière, un soutien plus rapproché. Dans la recherche de missions et de premier emploi. L'une des dimensions importantes, je pense, si je peux juste rajouter ça, c'est quand même la qualité des diplômes et des écoles qui sont les nôtres, là, représentées aujourd'hui et au-delà. C'est-à-dire que quand on est étudiant dans une école comme les nôtres,
bien évidemment, les entreprises qui plébiscitent nos diplômés et nos étudiants en temps normal, eh bien, ont continué à les plébisciter. Et je ne pense pas que ce soit nos catégories d'écoles qui aient été les plus touchées par les recherches de stage et sur l'insertion professionnelle. Oui. Alors, pour clore le débat, je vous propose de finir quand même sur un regard vers l'avenir. Et pour ce faire, j'aimerais inviter, on a ouvert avec la voix des étudiants et je propose de clore de la même manière, puisque c'est vous qui êtes au cœur de cette expérience étudiante, Diane et Paul. Si vous avez un conseil ou un conseil pour l'avenir ou une chose que vous pensez être important d'avoir en tête dans ce monde de la vie étudiante qui se transforme, qui est toujours en transformation et qui probablement ne va plus être totalement pareil, même si on espère un retour à la normale. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux écoles, aux autres étudiants qui sont avec nous ce matin? Oui, en fait, c'est vrai que nous, à l'EM, on a la chance d'alterner souvent entre être sur le campus et être en stage ou en activité professionnalisante. Mais pour les étudiants pour qui ça fait un an complet qu'ils sont à suivre des cours et qui vont continuer pendant encore un petit moment, il y a vraiment une question d'endurance, je pense, pour continuer à être proactif, à aller chercher le lien social là où on peut encore le trouver et à essayer d'organiser certaines choses lorsque c'est possible. Donc moi, vraiment, mon conseil, en fait, c'est, et ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup au BDE de l'EM Lyon, encore aujourd'hui, je pense, Paul, c'est de jamais perdre cette énergie, en fait. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un a une idée pour organiser quelque chose, il y a toujours 5 personnes qui vont être derrière, qui vont dire oui, d'accord, on le fait, on fonce. C'est vraiment hyper important d'avoir un peu cet engouement derrière chaque événement, chaque possibilité, en fait. Moi, c'est ça, je pense, qui fait tenir sur la durée au niveau psychologique aussi. Voilà, c'est de jamais oublier que non, mais faut pas se résigner à cette vie de rester chez soi dans son 12 mètres carrés d'étudiant sans campus. Oui. C'est vraiment c'est la hyper colocation important. d'ailleurs que vous avez citée. Ouais, je pense que la colocation, du coup, en ce moment, c'est hyper important, c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager ses angoisses, justement, quand on est en Zoom de cours ou en recherche de stage. À plusieurs, voilà, c'est pas. Non, je pense que c'est hyper important et pour les étudiants qui ne le sont pas, du coup, le fait de ne pas avoir le campus, c'est dramatique, en fait. Donc, effectivement, ça c'est un point important, mais derrière, voilà, il y a toujours la possibilité d'être lié par les réseaux aux autres étudiants de son école. Donc derrière, il faut avoir l'énergie et le réflexe d'aller chercher le contact là où on peut le trouver. Oui. Voilà. Et Paul, est-ce qu'on peut te laisser le mot de la fin pour compléter avec Diane? Donc oui, quel enjeu. Oui, non, du coup, ce que je dirais vraiment, c'est-à-dire que je pense que c'est une période finalement où toutes les bonnes dynamiques qu'on avait se sont considérablement ralenties, voire ont été mises à l'arrêt. Et justement, c'est de réussir, enfin je rejoins tout à fait ce que dit Diane sur le fait de dire, c'est de réussir à retrouver justement cette dynamique au maximum et à rester au maximum dans l'avancée. Et pour rester dans cette avancée, ça passe vraiment par savoir saisir toutes les opportunités que peuvent offrir nos écoles. Nous, on le ressent beaucoup à l'EM. Il y a tout un tas d'opportunités qu'on ne soupçonne pas forcément tant qu'on ne va pas les chercher, qui sont vraiment très fortes. Et j'imagine que c'est pareil à Audencia, c'est pareil à Unilassal. Donc c'est vraiment c'est ce que disait Diane sur la proactivité, c'est à mon sens essentiel. Et c'est ce qui va vraiment permettre de tenir. Et aussi, en restant dynamique, c'est aussi ce qui nous permettra de reprendre si on veut, de reprendre complètement dès que les choses pourront redémarrer normalement. Donc voilà, c'est vraiment saisir toutes les opportunités et aussi ne jamais s'enfermer, c'est vraiment ce qui compte le plus. Et nous, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on citait un peu la colocation, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais vraiment, c'est-à-dire c'est ne jamais s'enfermer, être toujours entouré et du coup rester au maximum dans une dynamique de lien social et de prise d'initiative. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence et qui permet de tenir.
Oui. Merci beaucoup, Paul, et merci à Nicolas et Hervé pour ce débat d'où je retiens l'importance d'une écoute et un dialogue permanente, pas non seulement fréquente, mais permanente entre l'administration de l'école, les professeurs, les élèves et même les familles. Des accompagnements individualisés, que ce soit pour la recherche de stages et alternance, le soutien psychologique ainsi que l'apprentissage. Et ensuite, on voit surtout que le rôle qu'ont joué les étudiants dans la recherche de solutions et pour l'avenir, l'importance de les avoir à la table parce que ce sont de véritables parties prenantes des solutions avec beaucoup d'énergie, de l'espoir malgré tout et de la résilience. Alors, pour conclure notre matinée, je voudrais inviter Virginie Play, notre directrice de la communication chez Choose My Company, à monter sur scène avec nous pour ouvrir aux questions de notre auditoire ce matin. Virginie? Merci à nos 4 intervenants pour leur partage d'expérience qui suscite de nombreuses questions sur nos réseaux sociaux. Et une thématique se dégage, notamment autour de l'après-crise. Une question pour les étudiants et le corps professoral. A-t-on définitivement basculé dans une nouvelle forme d'enseignement? Nous dirigeons-nous vers des cours hybrides? Et un retour en arrière est-il possible? Je vais me lancer, si vous le permettez. Je pense que je suis totalement d'accord. Une version hybride des cours, ça me paraît le scénario le plus probable. Avec forcément un retour sur les campus. Ça, à mon avis, l'après-crise, les étudiants vont réenvahir les campus, c'est certain. Il y a un énorme manque qui s'est créé pendant cette crise. Donc, voilà, tout le monde a envie de combler le temps perdu. Et après, sur l'après-crise, moi, la difficulté première que je vois au niveau de la vie étudiante et de la vie associative, c'est la passation de l'esprit d'école, en fait. Voilà, il y a une école, c'est un enseignement, mais c'est aussi tout un ensemble de traditions étudiantes, de traditions associatives. Et moi, je vois, en fait, sur la passation de promo en promo, à l'EM, on va avoir vraiment un gap, en fait, pour ces générations Covid, en fait. Et je ne sais pas encore comment on va faire pour le combler et pour que les générations futures d'étudiantes retrouvent ces mêmes traditions. Bon, après, il y a toujours la possibilité d'en créer des nouvelles et de faire un nouvel esprit d'école, évidemment. Mais voilà, il va y avoir clairement une rupture entre l'état d'esprit avant le Covid et l'état d'esprit après le Covid au niveau des traditions et de l'état, l'esprit EM-lien, en tout cas pour nous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de faire revenir des alumni, ça me paraît effectivement probable. On a beaucoup d'alumni qui sont encore très amoureux de leur école et qui, je pense, seront ravis de revenir pour parler de l'EM en leur temps, comment ça se déroulait et de donner un peu des clés pour reprendre en main cette vie étudiante. Et Nicolas, je crois qu'il y a des chantiers du côté dans l'après-crise, des chantiers au niveau de la pédagogie aussi, que vous êtes déjà en train d'anticiper, qui tournent autour de la flexibilité et l'internationalisation. Oui, alors il y aura probablement un certain nombre de conséquences. Il y aura certainement, en tout cas, Audencia, on voit bien et on travaille en ce sens pour, en fonction des programmes ou en fonction de l'année dans le programme, développer davantage de cours à distance, parce que de toute manière, c'est devenu une norme dans le monde du travail aujourd'hui. Donc, il nous faut former à ces nouvelles pratiques de management. Donc ça, c'est une réalité, un impératif par rapport à notre mission. Plus largement, nous, on est en train de travailler pour laisser le choix, notamment sur l'année de Master 1, entre venir sur campus ou être en full distanciel, de manière à donner ce choix et cette flexibilité à nos étudiants qui pourraient y voir un avantage parce que, par exemple, ils seront partis faire un stage au Pérou pendant 6 mois et il est prévu qu'ils reviennent en salle de classe en janvier, par exemple.
eh bien, certains pourraient avoir envie de rester au Pérou, de travailler au Pérou, mais de suivre leurs enseignements à distance à travers des équipements qui sont développés, installés depuis quelques mois maintenant. Et ça fait moins de voyages en avion. Donc, une internationalisation responsable. Ça fait moins de voyages en avion. Alors, effectivement, la transition, merci Célica. Moi, je suis assez convaincu que va se poser dans nos écoles, qui ces dernières années ont connu une fuite en avant pour envoyer 100% des étudiants à l'international, ici pendant 6 mois, 12 mois, 16 mois même, déclarent certaines écoles. Il va falloir qu'on se pose des questions, je pense, à la fois côté étudiant, mais côté direction d'école, sur le sens de cette fuite en avant, à l'heure où faire un voyage entre la France et la Chine, c'est 4 tonnes de CO2, là où les experts nous disent qu'il ne faudrait pas consommer plus de 2 tonnes de CO2 par an. Ben, on voit bien qu'avec un aller-retour en Chine, déjà, c'est fini. Donc, ça pose de vraies questions qui ne sont pas des questions superficielles. Et on voit bien ici ou là, un certain nombre d'écoles commencent à avancer pour une internationalisation plus responsable, en tous les cas en termes du point de vue du CO2, de l'impact carbone. Et typiquement à Audencia, on va développer des calculés de carbone pour l'ensemble de nos étudiants, le staff et l'école, avec des mesures annuelles sur cette dimension-là. Et c'est pas du gadget, hein, c'est une vraie réflexion de fond. Je pense qu'on est à la veille quand même d'une forme de bouleversement sur cette question de la mobilité internationale dans nos écoles, mais aussi dans les entreprises. Très bien, merci Nicolas. Alors, ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est que nous allons clore notre matinée ensemble. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, vous pouvez nous les envoyer via le chat et on vous écrira comme on a fait suite aux autres Morning Choose My Company. Et donc, je voudrais juste clore avec 2 choses. Donc, une grande félicitation à nos écoles championnes Happy at School 2021, dont l'Unilassal, Audencia et l'UM Lyon font partie. Alors, si vous voulez rejoindre le mouvement et la communauté Happy at School, juste quelques mots sur comment vous pouvez participer jusqu'en septembre. Donc, les inscriptions sont ouvertes pour les écoles qui sont avec nous aujourd'hui ou les étudiants qui veulent faire participer leur école. Donc, les critères restent identiques. Sur l'ensemble des étudiants santé, un score qui dépasse les 3,5 sur 5, un taux de participation de 30% et un taux de recommandation, c'est-à-dire au moins 7 étudiants sur 10 qui recommandent leur école. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui pour participer pour le restant du printemps et tout au long de l'été. Et c'est Camille Fabre au sein de l'équipe Choose My Company qui est votre contact dont les coordonnées sont à l'écran. Finalement, je voudrais remercier à la fois nos partenaires de ce matin, donc Nicolas et Hervé côté école et surtout Diane et Paul qui ont partagé de manière franche et ouverte leurs différentes expériences pendant cette année complexe. On a entendu des mots très forts, que ce soit de la déception, de la tumulte, de l'incertitude, mais aussi des mots d'espoir et d'optimisme et d'encouragement. On a vu l'importance du lien et des interactions, notamment à cette période de la vie qui est transformationnelle et identitaire pour nos jeunes. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui se sont connectés avec nous ce matin. J'espère que vous avez trouvé des éclaircissements sur cette année et des idées pour l'avenir. Et encore de la part de toute l'équipe de Choose My Company, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de l'optimisme, de la résilience. Et donc, be safe, stay close. Et à bientôt pour notre prochaine morning. Bonne journée à tous.